Bienvenue sur IDETA, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accueillir Muriel Salvador, qui est le hub leader de AI for Good à Genève. Et avant de commencer notre entretien, on va essayer de découvrir un peu, c'est quoi son parcours académique et aussi qu'est-ce que c'est AI for Good et pourquoi en fait c'est important de parler de ce genre de sujet. Donc, premièrement, merci Muriel d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci à toi, Vestin. Super. Et on va commencer avec notre première série de questions. Et je voulais te demander, premièrement, en fait, c'est quoi ton parcours académique? Parce que je sais que actuellement tu es doctorant à l'Université de Genève en sociologie. Mais en fait, avant ça, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, alors, mon parcours est d'abord au bachelor, j'ai fait économie-gestion, c'était à Paris. Et ensuite, j'ai fait mon master ici à l'Université de Genève en socio-économie. Et puis, j'ai un peu arrêté quelques années de travail. Et puis, maintenant, je reviens en sociologie. Donc, en gros, j'ai transitionné de l'économie à la sociologie. À chaque fois, plus sociologique, moins économie. Ah, bah super, ça c'est intéressant ça. Bah aussi, j'étais un peu surpris de voir que tu avais aussi fait le master de socio-économie comme moi. Donc, content de voir qu'on a ce lien en commun et c'est assez marrant Ouais. à voir. Et de Ouais. manière générale, tu apprécies le master de socio-économie ou... Oui, oui, c'est un beau master, il est polyvalent. Je pense que c'est un master où il faut aussi savoir ce qu'on veut en tirer et donc cibler les cours qu'on veut parce qu'à l'époque, je crois que c'était 2019, 2020, ouais, c'est ça, bah, il y avait beaucoup de choix de cours, beaucoup d'optionnels et j'avoue qu'à un moment, j'ai dû faire mes propres choix sur ce que je voulais. C'était surtout des cours de sociologie des organisations et ils étaient un peu cachés dans le programme. Donc, je pense que c'est un master comme ça où il faut un peu faire son parcours personnalisé. Mais bon, ça, c'est mon expérience. Je m'en souviens qu'à l'époque, on avait tous et toutes un peu fait un chemin personnel dans ce master. Et aujourd'hui, les gens, ils sont un peu partis chacun dans une direction. Donc, c'est aussi un master qui ne va pas non plus te mettre dans un tunnel. Donc, je pense que voilà, si c'est ce qu'on cherche, c'est un très bon master. Mais si on veut être plus encadré ou avoir un chemin plus linéaire, bah, dans ce cas-là, c'est pas forcément le meilleur master. Je sais pas ce que tu en penses, puisque toi aussi, tu as fait le master. Oui, oui, alors je suis complètement d'accord avec toi parce que j'ai aussi eu la même observation. On a tous fait le même master, mais en fait, quand je regarde après les débouchés, qu'est-ce que les autres ont fait, quel cours on a choisi, en fait, on est littéralement des gens différents. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce master. Et comme tu le dis, effectivement, si on veut quelque chose qui peut nous emmener un peu partout, c'est un bon master. Mais si on veut quelque chose qui, par exemple, comme le droit, où on sait comment on va finir, ou la médecine, ouais, c'est peut-être pas le meilleur master pour ça. Ouais, exact. Et il y a plein de masters maintenant à l'Uni que je connais moins et qui sont nouveaux. Donc, bah, je pense qu'on a plein de choix. Quoi qui qu'en soit, on peut trouver un truc. Donc, il ne faut pas non plus se focaliser sur un seul. Et on peut vraiment regarder plein d'opportunités ici à l'Uni. Ouais. Ça, c'est vrai, complètement. Et d'ailleurs, pour revenir à ces idées de master, enfin, tu aurais pu commencer avec un master en sociologie, mais tu as fait un master en socio-économie, mais pour faire un doctorat en sociologie finalement. Et tu nous parlais de sociologie des organisations, et je voulais savoir, c'est quoi le lien avec ta thèse de doctorat? En fait, c'est quoi ta thèse? Ouais, bah, il y a un lien. À travers mes études, quand même, je me suis toujours intéressé à la gouvernance des organisations. Depuis le début, quand j'étais au bachelor, c'était un thème qui m'intéressait. Et puis la sociologie aussi, ça m'intéressait depuis le début. Moi, j'avais fait économie, j'avoue, parce que je me disais, ça donne plus de débouchés, et c'est vrai. Donc, c'était aussi un choix comme ça. Mais avec le temps, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, je vais plutôt faire ce qui me plaît. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette transition. Et je pense au final, ça a bien marché. Il ne faut pas hésiter à faire son propre chemin, je pense, tant qu'on sait ce qu'on veut. Et Mhm. du coup, pour la thèse, euh, la thèse, en fait, je m'intéresse depuis aussi longtemps aux organisations internationales. C'est quelque chose qui fait un peu partie de ma vie aussi parce que je suis brésilien, j'ai voyagé, j'ai habité dans plusieurs pays en Europe. Donc, j'ai toujours associé mon identité à plus un profil international que national. Et en même temps, depuis pas mal d'années, je voulais travailler dans ces organisations. Bon, aujourd'hui, j'ai changé d'avis, je veux plus rester dans la recherche, mais et donc ça fait sens aussi par rapport aux expériences personnelles que j'ai fait comme stagiaire à l'OCDE, ce que j'ai fait assistant de recherche à l'OMC, et puis j'ai travaillé une année et demie à Bruxelles dans la bulle.
la bulle européenne. Donc, j'ai toujours été très exposé à ces organisations. Alors, pour la thèse, je voulais explorer leur fonctionnement interne du point de vue de la sociologie des organisations. Je te donne des outils pour faire ça. Je voulais faire un travail qualitatif sur le travail que les gens font. En fait, quand j'avais fait un stage à l'OCDE, c'était en affaires publiques. Donc, j'étais entouré de personnes spécialisées dans la communication, l'édition, l'événementiel. Voilà, c'était un peu le cœur de leur expertise et je voyais que c'était des gens qui travaillaient beaucoup, des gens qui faisaient un travail difficile, mais qui n'étaient pas forcément respectés globalement dans l'organisation parce qu'on se disait que la com, bah, voilà, c'est pas sérieux. Il y a les savoirs experts de l'économiste, de l'avocat, et puis ensuite, il y a la personne en com qui est un peu ennuyante parce qu'il va te demander de changer du texte ou quelque chose. Donc voilà, c'était des gens qui étaient un peu méprisés, et puis je ressentais aussi ça. En même temps, j'étais frustré parce que je me suis dit, c'est quand même un travail important ce qu'ils font, je peux le voir parce que j'étais dedans. Et Mhm. donc, je voulais aussi faire une thèse qui parle de leur travail et qui du coup est ancrée dans les pratiques de travail de ces professions de la communication au sein des organisations internationales, professions de Mhm. l'événementiel. Et je voulais les relier avec les enjeux plus sérieux, enfin, dit vite fait, des organisations internationales, qui sont la gouvernance et tout ce qui s'attache voilà, à ce qu'on d'habitude on associe aux économistes, aux experts en politique publique, des choses comme ça. Moi, je voulais faire le lien entre le travail ou le résultat du travail de la com et de l'événementiel et des effets souvent intangibles, mais réels dans la gouvernance, dans les discussions. Quand on pense par exemple au format des discussions, au format des tables rondes qu'une organisation peut faire dans une conférence internationale, on va penser à des choix techniques, d'audiovisuel, des choix qui sont relégués, mais qui finalement ont un impact dans la manière dont on met en avant certaines voix plutôt que d'autres, la manière dont on cadre la discussion. Et voilà. Donc moi, c'est assez ça le cœur de ma thèse. Et, euh, et puis, bah, mon terrain, c'est quoi? Du coup, c'est l'UIT d'un côté. Donc, c'était dès le début. Et c'est pour ça que je suis dans AI for Good. C'était eux, ma premier cas d'étude. Euh, C'était eux que j'avais contacté en premier il y a un an et demi maintenant, peut-être plus, Mhm. pour faire un terrain chez eux. Je voulais être dans leur bureau, en train de travailler avec eux. Voilà, une paire de mains supplémentaire pour eux. C'était ça mon but, comprendre leur travail et le décrire en tant qu'ethnographe, même en ethnographe de bureau. C'est pas une idée qui plaît à tout le monde et ça demande beaucoup ça fait beaucoup de méfiance euh, parce que voilà, on se sent observé, donc c'est pas Mhm. non plus facile. C'était pas non plus facile. Et mon autre terrain, c'est le Forum pour la gouvernance d'Internet, Mhm. qui est une petite agence de l'ONU aussi basée à Genève, chargée de la gouvernance d'Internet. Euh, et donc, eux sont plus petits. Euh, Après, je voulais aussi faire d'autres organisations en Europe qui traitent de la gouvernance numérique ou des technologies à Bruxelles, mais finalement, je me suis stabilisé sur ces deux terrains. Et puis, je fais un peu des enquêtes ponctuelles sur des forums de temps en temps, par exemple le Forum européen pour l'intelligence artificielle qui est à Bruxelles, où, ouais, bon, il n'y a rien qui me vient en tête, mais du coup, je vais à ces événements et j'étudie comment ils sont faits à la fois, et j'étudie aussi l'expérience des participants, et j'essaye de relier les choix qui sont faits par les équipes de com, les équipes d'événementiel, les gens qui ont fait l'événement, et puis des résultats tangibles ou parfois intangibles ah, voilà, sur les discussions, sur le résultat des discussions, quoi. Euh, voilà, j'ai fait un gros loop, mais je pense qu'il y a beaucoup de détails dans ça, et ça, c'est le cœur de la chose. Mhm. Ouais, bah, franchement, très intéressant. Bah, surtout, ce que je note d'assez bien dedans, c'est que tu commençais déjà par une pratique en partant de l'OCDE, tu es parti des observations, puis tu es parti sur un doctorat qui allait continuer là-dessus. Donc c'est bien parce que souvent, ce que je vois, et c'est aussi un peu mon cas, j'ai enchaîné master et doctorat sans avoir eu cette période d'expérience et de compréhension. Je pense que ce qui est bien, c'est que tu amènes la richesse du terrain avec toi avant de commencer. Et en plus, tu as deux terrains, ce qui est assez intéressant de voir. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que vu que tu travailles sur la sociologie des organisations, quel genre de concept tu mobilises dans tes recherches et pourquoi avoir choisi spécifiquement ces deux organisations? Ouais. Euh, alors.
Avant de répondre, je te dis juste, oui, je parle de la pratique et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour avoir accès au terrain finalement. Parce que j'avais travaillé à Bruxelles, c'était justement dans voilà, la fabrique de ces conférences industrielles, des discussions sur les politiques publiques. Là, c'était dans le milieu du climat et de l'énergie. Donc, Mhm. c'était très actif. Et ayant moi été un Communications and Events Officer, comme on dit, genre juste une personne qui fait ça, dans une organisation, bah, ça a permis de créer des liens avec i4Good au départ, en me posant comme un des leurs. Finalement, je suis comme vous, sauf que moi, je fais de la recherche sur ce thème. Et d'une certaine manière, je pense que ça m'a aidé au tout début, finalement, à obtenir ce premier rendez-vous, parce que bah, il y avait, voilà, il le disait plusieurs fois, voilà, toi, tu vois ce que je veux dire, des petits signaux comme ça dans la discussion qui Mhm. créent finalement un lien de complicité dans l'objet de recherche. Et je pense que ça, c'était énorme au début. Ça m'a Mhm. donné le coup de pouce que tu as besoin, en fait, au début de la thèse pour commencer à avoir le momentum de l'accès au terrain, quoi. Mhm. Mhm. Voilà. Alors, du coup, ta première question, c'est les concepts. Bon, il y a plusieurs et ça change parfois avec des nouvelles choses auxquelles je suis exposé. Il y a des concepts clés que j'aime beaucoup sur la notion de communauté. C'est quoi une communauté? Et là, on a des communautés épistémiques et des communautés de pratique. Mhm. Beaucoup de recherches là-dessus, par exemple, i4Good, surtout dans notre communauté des jeunes leaders de l'IA. On a parfois une certaine convergence dans les valeurs, dans les disciplines, dans les intérêts, qui créent une communauté. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus que ça. On a des communautés croisées, par exemple le fait qu'on soit jeune. Donc, ça crée un autre point commun qui peut être un levier d'action. On peut utiliser récemment, finalement, pour faire du youth advocacy, pour Mhm. réclamer un siège autour de la table. On peut mobiliser les affiliations, diverses communautés qu'on a. Et c'est souvent comme ça que ça marche, en fait. Alors, ça, c'est un concept. D'autres concepts que j'aime bien, c'est par exemple les concepts de boundary work. Donc, c'est un peu STS, mais en gros, tout ce travail qu'on fait à la frontière de notre réseau quand on est une organisation, que ce soit pour faire concurrence avec une autre organisation sur un dossier, ou bien pour avoir du leadership au niveau des idées, ou bien pour faire l'événement qui attire le plus de monde. On va faire ce travail à la frontière finalement de conversion, de traduction de choses qui sont en dehors de ton organisation, dans un langage qui est le tien, dans des processus qui sont gérés par toi, dans des outils ou des réseaux qui sont les tiens. Et bien sûr, ça, je dis concurrence, mais c'est pas du tout comme ça que la plupart des gens le voient. On peut parler d'engagement, on peut parler enfin bref, donc c'est un peu ce travail d'aller au-delà de la frontière de ton organisation, finalement bien la connaître. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme concept? Un autre concept que j'aimais bien aussi, qui a été un peu étudié dans la recherche sur la gouvernance du climat, c'est la notion de gouvernance incantatoire. Alors ça, c'est un peu l'idée Mhm. de, voilà, en répétant les mêmes messages, en faisant en sorte de créer les espaces et les discours qui reviennent et de mettre tout le monde finalement dans une salle où on va énacter certains discours, certaines pratiques. ça, Mhm. ça, ça, ça va influencer les personnes comme voilà, le concept est explicite quoi, de manière incantatoire. Ça, c'était quelque chose qui me semble avait été développé dans la recherche sur le climat pour Mhm. expliquer le Mhm. fait. Alors, comment ça se fait que dans ces conférences, on fait que parler, il n'y a rien à la fin, c'est quoi l'action? Et ben voilà, il y a un petit point positif, c'est qu'au moins les personnes ont un peu été exposées au même discours, où on leur a fait des rappels ou quoi que ce soit. Je suis d'accord, c'est pas du tout de l'action concrète, mais c'est un concept intéressant parce que beaucoup des choses qui sont des résultats de conférences ou de ce travail que j'étudie sont intangibles. Et on est dans un monde qui exige des organisations, des mesures d'impact tangibles.
des KPIs ou des metrics quantitatives. Et ça crée une difficulté, et c'est, je pense, là où ma recherche peut être intéressante, peut apporter quelque chose aux acteurs, c'est un peu plus de compréhension sur qu'est-ce que sont les gains intangibles Mhm. et comment, enfin, si est-ce qu'on peut les mesurer? Je pense que c'est presque une question un peu bête parce que bien sûr que non, mais peut-être qu'on les comprendre, on peut les utiliser comme des arguments, avoir de meilleurs arguments quand on veut justifier certains événements ou certaines dépenses, j'en sais rien. Bon, on fait ce qu'on veut, quoi. Mais je pense que là, il y a quelque chose à apporter. Mhm. Ça, c'est quelques concepts. Bon, il y en a d'autres, hein, mais je m'arrêtais là. Euh, C'était quoi ta dernière question? Tu peux me rappeler? Attends, laisse-moi me rappeler. S'il faut que je me rappelle des questions que j'ai posées, parce que je suis un peu en dehors du script. Mais oui, qu'est-ce que... Bah, tu pourrais peut-être dire, mais tu as déjà répondu, mais qu'est-ce qui rend ta recherche unique, Ouais. typiquement? Bah, comment je le dis, unique, c'est bon, c'est c'est difficile, mais je pense ce qui est unique, c'est que je fais de l'ethnographie dans un milieu qui n'a pas encore, à ma connaissance, été exposé à l'ethnographie. Bah, c'est mon terrain. Mon terrain n'a pas encore été étudié de cette manière. Mhm, Et je pense que c'est un terrain assez, assez intéressant pour qu'il apporte un peu plus de connaissances sur, plus généralement, ce qu'on appelle la gouvernance multipartite ou mhm, multi-stakeholder approach, comme on dit dans les jargons onisiens. C'est-à-dire ces conférences où on va inclure, on va faire l'exercice de liste, de cocher des cases. Donc, on a une personne du secteur privé, une personne du gouvernement, une mhm, personne de l'ONG, un universitaire, et puis voilà, ils sont autour de la table et ils discutent. Donc, ce milieu-là, qui est très caractéristique en fait de la gouvernance d'Internet, qui a été dès le départ euh, très décentralisée à cause lié à l'infrastructure d'Internet et la multiplicité des acteurs, qu'il fallait créer un système où on inclut plus une multitude d'acteurs. Et je mhm, pense que avec l'IA, c'est là où justement ce côté unique il est intéressant parce que c'est mhm, nouveau, l'IA. Je ne sais pas encore si la gouvernance de l'IA qui est en train d'émerger a pris des leçons de cette gouvernance Internet qui existe depuis 20 ans en matière d'inclusion des voix, des diverses parties prenantes, identification de ces parties, tout d'abord, bien sûr. Mais... Donc, je pense l'intérêt aussi qui rend ma recherche unique, c'est que j'ai ces deux terrains, l'un un peu plus mhm, établi, gouvernance d'Internet, on a plusieurs décennies d'expérience, et l'autre, voilà, un peu le Far West, mais beaucoup plus, avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de gens impliqués, beaucoup plus d'enjeux du point de vue de tout le monde, en fait, qui est l'IA. Bon, je pense pas que l'Internet, il faut l'oublier, au contraire, mais, euh, mais voilà, je veux aussi voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer de 25 ans plus de gouvernance d'Internet, en tout cas 20 ans pour le Forum de la gouvernance d'Internet, mhm, et pour la gouvernance de l'IA. Est-ce qu'elle sera décentralisée, est-ce qu'elle sera inclusive, ou est-ce qu'elle sera un peu réservée à un cercle fermé de propriétaires? Euh, je pense que c'est des questions sur la table, et même moi, je peux pas les répondre. Mais mhm, en tout cas, si elle est décentralisée, si elle est inclusive, alors la gouvernance Internet a beaucoup à nous apporter. Et même autant plus que c'est souvent les mêmes organisations qui, avant, pouvaient s'intéresser à la gouvernance Internet, aujourd'hui s'intéressent à la gouvernance de l'IA. Il y a des compétences qui se transfèrent. Et moi-même, étant allé à du coup, des conférences de gouvernance Internet et conférences de gouvernance de l'IA, je suis choqué à quel point je rencontre les mêmes personnes, les mêmes têtes. mhm. Et voilà, donc ça, c'est aussi un côté. Voilà, pour moi, ça me facilite mon travail, mais peut-être ça nous dit quelque chose aussi sur le futur de l'IA, la gouvernance de l'IA. Mhm. Très intéressant, dis donc. Bah, je te pose encore plus de questions si je pouvais, parce que, Ouais, volontiers. par exemple, tu avais parlé, tu avais abordé la question des réseaux sociotechniques que j'ai pas très bien maîtrisé encore, même dans le master. Mais je pense qu'on peut déjà embrayer sur les prochaines suites de questions en ce qui concernait bah, justement
une institution que tu as citée au passage, qui est AI for Good. Et ben, j'aimerais te poser ben, pour cette seconde série de questions sur cette institution. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est AI for Good en tes propres mots ou de manière générale? Ouais, bah, c'est d'abord une phrase. C'est quelque chose qu'on peut dire quand on voit une application IA et on se dit que it's for good, quoi. Et tu le vois, du coup, c'est dans ce sens-là que la phrase peut être utilisée. On peut la retrouver dans plusieurs contextes, mais c'est vrai que c'est aussi une initiative de l'ONU qui existe depuis 2017, de l'UIT plus précisément. Bien sûr, eux, ils jouent sur cette ambiguïté, hein. Ils sont à la fois A for Good en termes de, enfin, c'est leur nom, c'est le nom de leur initiative, mais aussi ils utilisent souvent l'idée de This is AI for Good. Donc, quand ils désignent finalement une application qui, de leur point de vue, est bénéfique, leur point de vue étant les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, voilà. AI for Good, c'est une initiative de l'ONU qui existe depuis 2017. Leur plus grand truc, c'est qu'ils font une conférence annuelle à Genève dans laquelle ils réunissent à la fois des fabricants de robots ou de modèles IA ou de produits IA pour faire un peu un show de démonstration, un peu un trade show. Et d'un autre côté, un côté plus débat, discussion avec des panels, mais, mais c'est aussi beaucoup plus que ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'étudie aussi. C'est d'un côté, tu as un événement qui a lieu une fois par an, et voilà, c'est dans tous les calendriers, tout le monde y va, et c'est spectaculaire dans plusieurs sens du terme. Et d'un autre, il y a aussi pour maintenir cette communauté à travers l'année. Donc, il y a un travail qui se fait à travers l'année. Donc, i4Good, c'est aussi une plateforme. Ça peut être une plateforme pour des professionnels dans l'IA. Et c'est un peu ce qu'on essaie de construire avec notre communauté genevoise. Donc voilà, je trouve que, genre, mon point de vue, i4Good, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on considère que c'est dans l'ONU, enfin, c'est l'ONU qui le fait. L'ONU est en train d'expérimenter des modèles de gouvernance multipartite avec l'IA qui inclut le secteur privé, dont i4Good est très très fortement présent et qui le finance de plusieurs manières. Donc, ça nous dit quelque chose à la fois sur les contraintes de l'ONU, la manière dont ils se positionnent sur ce nouveau chantier, leurs contraintes budgétaires, comment ils ont trouvé des solutions à ça, et puis finalement, pour finalement être comment dire, une arène. Ça veut dire quoi une arène? Mhm. Quand on parle d'arène, quand on est journaliste, on dit l'arène internationale, l'arène de discussion sur ça et ça. Bah voilà, c'est souvent ça en fait. Et quand on regarde i for Good, la composition de l'équipe, on a presque systématiquement des experts en communication et en événementiel. Donc ça revient Mhm. un peu à ce que je disais avant. C'est pour ça que j'étais allé vers eux en premier, parce qu'ils étaient un peu le cas parfait de ce que je voulais étudier. Comment ça se fait que des gens en com ou en events, qui est une profession qui peut être méprisée dans certains contextes de politique publique, politique internationale, font tout d'un coup un truc incroyable qui réunit des dizaines de milliers de personnes et qui se positionne un peu comme euh, bah, le flagship de l'ONU, de l'initiative de l'ONU dans le domaine de l'IA. Mhm. Donc ça c'est quand même assez frappant. Voilà, ça c'est iPhone. Ouais, c'est une explication assez en détail et bien expliquée, je trouve. Et de manière générale, bah, AI for Good, comme, comme tu l'as laissé entendre, c'est aussi un peu des hubs, comme on appelle les petits groupes qui sont répartis dans le monde entier. Et toi, tu as décidé de devenir le hub leader de Genève. Donc, c'est une grande responsabilité, un peu comme le président d'association. Et je me disais, bon, bah, tu avais quelque part expliqué que c'était aussi pour ta thèse, pour pouvoir te renseigner et avoir une entrée sur le terrain assez simplifiée. Mais après, on pourrait se demander, mais pourquoi alors prendre une telle responsabilité? Tu as déjà quand même ton doctorat à finir et si tu prends cette responsabilité, ça te demanderait beaucoup. Et aussi, est-ce que c'était vraiment la seule raison aussi qui t'a poussé à devenir le hub leader de AI for Good à Genève? Mhm. Ouais, ouais, c'est une bonne question. Tout d'abord, je peux répondre de manière très pragmatique. Pourquoi Mhm. j'ai rejoint euh, pour un gain personnel, avoir plus d'accès au terrain. Voilà, à la fin de 2024. J'avais déjà
presque un an de contact avec i4Good et presque un an que je toquais à leur porte de temps en temps pour demander accès à ci. Est-ce que je peux regarder une réunion? Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles je peux travailler? Parce que ma discussion au départ était, est-ce que je peux travailler dans votre bureau? Bien sûr, ils m'ont directement écarté. Ils ont plusieurs stratégies. Et là, c'est intéressant d'utiliser les stratégies qu'ils ont de distanciation des chercheurs. Mais, je voulais plus, je voulais être à l'intérieur. Et donc, je me suis dit que ça, c'est une manière pour moi de faire quelque chose qu'ils veulent, puisqu'ils avaient demandé des gens, des volontaires. Donc, ils ont exprimé une demande. Et donc, moi, j'ai offert un travail. Et donc, voilà. Et pour moi, c'était une manière. Voilà. Depuis un an, je suis en train de faire un peu prendre des initiatives tout seul, de mon côté, d'engagement avec eux et d'avoir plus d'accès. Mais là, ils créent une structure de leur enfin, de leur propre réflexion, une structure dans laquelle je peux travailler avec eux, mais de manière plus visible pour eux. Donc, je me suis dit, c'est aussi idéal s'ils se méfient de moi que je me mette, finalement, je fasse comment dire, je montre ma bonne foi Mhm. en me mettant dans une position dans laquelle ils ont du contrôle. Et à la fin, je pense que ça a marché, ce deal, puisqu'ils m'ont choisi. Je ne sais pas si. Alors, je sais que je leur ai un peu parlé de ça et je les ai convaincus, mais je ne pense pas non plus qu'il y avait beaucoup de candidatures. Donc, je ne me sens pas non plus comme un imposteur. Au final, je fais un bon travail. Donc voilà, les choses ont très bien fonctionné. Alors, ça, c'était le côté pragmatique, un peu égoïste. Le côté, enfin, c'est un vrai côté, c'est un côté où je suis un doctorant et je dois faire mon terrain et je veux avoir plus d'accès. Donc, Mhm. voilà. Et après, il y avait l'autre côté s'est un peu développé avec le temps. C'est que je me suis rendu compte avec le temps, et aussi en parallèle sur mon autre terrain dans Internet, que la porte d'entrée des jeunes, donc la youth advocacy, c'est-à-dire cette idée que les organisations internationales veulent créer des communautés de jeunes pour que les jeunes s'intéressent à ce qu'ils font, que les jeunes contribuent, surtout que les jeunes travaillent pour eux comme des volontaires. C'est quand même très puissant. Mhm. Je l'ai senti, c'était encore plus puissant que ma carte, mon chapeau de chercheur, qui lui n'était pas du tout puissant. Et puis ensuite, ma carte que j'ai parlé au début, un peu d'anciens jeunes professionnels dans la com et dans l'événementiel, que j'ai Mhm. utilisé au début, mais qu'avec le temps, voilà, ça s'est un peu affaibli. Et donc là, j'ai trouvé que cette idée de la jeunesse et l'importance d'un côté, j'y crois, je pense que ça donne un sens à tout ce que je fais, ça a un peu un impact positif de la recherche, c'est qu'en même temps, je crée une structure qui va donner du pouvoir aux jeunes, qui va leur donner plus d'opportunités, et en même temps, ça me permet de réfléchir au processus même qu'ils mettent en place pour inclure les jeunes. Ça, je le fais à la fois dans i4Good maintenant, en tant que du coup hub leader de la communauté genevoise, mais aussi dans la gouvernance Internet, que je suis ambassadeur, jeune ambassadeur pour une ONG qui s'appelle Youth IGF, pour Mhm. la fêtière suisse qui s'appelle la Swiss IGF, et aussi pour bientôt, je pense, pour les Européens, c'est le European Dialogue on Internet Governance, ou bien la Internet Society, qui ont aussi des programmes de jeunes ambassadeurs, que finalement, j'ai commencé à étudier comme des exemples d'inclusion. Euh, Pourquoi? C'est quoi le lien avec ma thèse que j'ai expliqué au départ avec les gens en com et en événementiel? C'est que, euh, bon, là, c'est un peu une addition que j'ai dû faire à ma thèse sur le temps. Mhm. C'est cette idée d'inclure des jeunes à travers des structures de candidature ouverte, ensuite avec plusieurs examens ou pas, ou bien avec des tables rondes dans dans des villes spécifiques, ou j'en sais rien. Chaque organisation internationale va mettre en place un processus plus ou moins difficile d'accès et qui va plus ou moins renforcer peut-être des inégalités. On sait que c'est très facile pour moi de rejoindre maintenant ce programme puisque je suis déjà dans plein d'autres. Et puis, je connais maintenant voilà, les tips pour être accepté. Mais quand on parle de représentativité, qu'est-ce que je représente quand je suis, voilà,
j'ai fait tout le processus. Maintenant, je suis jeune ambassadeur dans une conférence. Qui je représente? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que je suis en train de pousser mes pions, mes opportunités de carrière? Et voilà, je suis en train de penser qu'au post LinkedIn que je vais faire bientôt pour convertir tout ça en cloud. Mhm. Ou est-ce que je représente vraiment quelque chose ancré ou dans un territoire ou dans une communauté? Et puis, quels sont les choses, les processus que j'ai mis en place pour faire que cette représentation soit réelle, soit effective, quoi. Est-ce que j'ai vraiment consulté ma communauté de jeunes locale? Mhm. Donc, un truc que je trouve cool hein, dans le hub de Genève, c'est que ça m'a permis de rentrer en contact avec plein de jeunes. Et j'ai vraiment fait une longue période de recrutement au début. Et j'ai essayé de recruter autant de personnes que possible à Genève, pas juste au Graduate Institute. Et puis voilà, on ferme la porte, comme ça peut arriver souvent dans ce genre de programme de l'ONU. Mhm. Mais au contraire, autant que possible dans l'Université de Genève. Et puis, bon, c'est difficile après. Moi, je suis aussi limité, je suis qu'une personne, mais voilà, ça m'a exposé à d'autres jeunes et ça m'a permis de faire des connaissances et d'amplifier mes horizons et de connaître un peu les intérêts des autres. Et puis finalement, moi, quand je suis jeune ambassadeur, de manière égoïste presque pour avoir de l'accès dans la recherche, je suis aussi en train de représenter quelque chose parce que j'ai Mhm. aussi fait un travail de terrain. Ça inclut aussi ce qu'on fait ensemble au Polyscope dans les collèges. Voilà, on fait ce workshop pour voir ce que pensent les jeunes du futur d'Internet, de l'état actuel des réseaux sociaux, les enjeux qui sont en fait appartiennent à notre génération. Mhm. Voilà, je pense que tout ça, ça va ensemble finalement. Ça apporte à ma richesse, enfin, ma recherche, ça rend plus riche, mais aussi en tant que personne qui occupe cet espace, ça me rend plus légitime. Et pas Mhm. juste quelqu'un qui est arrivé et voilà, qui s'est assis bon, je vais pas non plus entrer dans un rant, mais tu vois ce que je veux dire. Complètement. Voilà, ça c'est le hub leader. Bah, excellent. Merci beaucoup d'avoir parlé un peu de ton expérience, quoi. C'est assez intéressant de savoir pourquoi tu as rejoint ça et en fait à quel type de réflexion ça t'a amené. Et je voulais te demander aussi, mais du coup, on a parlé beaucoup de hub leaders, mais en fait, qu'est-ce que ça fait un hub leaders? Bon, je sais qu'il y en a différents types, chacun a sa méthode. Toi, tu Ouais. travailles très bien en tant que hub leader, je peux le confirmer, en tant que membre aussi. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Ouais, bah, je fais plein de choses. Finalement, je fais ce que les autres veulent pas faire. Mais dans la description officielle, c'est que je fais en sorte que le hub est créé, tout d'abord. Donc, c'est un programme qui a été créé en janvier 2025. Donc, c'est tout nouveau. J'ai créé le hub depuis janvier 2025. Du coup, recruter les premières personnes, Mhm, commencer à voir qui veut faire quoi, qu'est-ce qu'on fait ensemble en tant que groupe. Euh, et donc ça, c'était la période un peu de recrutement, de, de communication. J'avais fait un petit entretien au journal de l'Unige pour, par exemple, leur dire, annoncer que ça existe et puis ensuite dire un peu ce que je veux en faire. À l'époque, comment je l'avais annoncé, c'est que je voulais créer une plateforme où les jeunes Genevois qui s'intéressent à l'IA peuvent amplifier leurs opportunités. Et s'ils veulent se mettre ensemble, travailler sur un projet, développer leurs compétences, avoir un portfolio, c'est le but. S'ils veulent organiser des événements, networking, machin, l'objectif généralement, c'est de combler cet espace qu'il y a entre la fin des études et le début de ta carrière, qui est un peu un vide, une loterie, et créer un espace où on peut amplifier, au moins se donner plus de chances. Et ce n'est, enfin, je ne vais pas garantir un poste, c'est impossible. Peut-être un jour, on pourra garantir des places de stage un peu voilà, pour les membres de notre communauté, mais on n'y est pas encore. Donc le hub leader, il crée tout ça. Ensuite, il gère un peu les membres, de sorte que tout le monde soit engagé sur le travail, de sorte que ce qu'on fait est un peu aligné avec la vision I for Good, des objectifs de développement durable. Et puis je fais aussi la liaison entre notre communauté locale et puis à la fois le point de contact dans I for Good, donc dans l'UIT, et mhm, Alexandra qui a créé ce programme et qui travaille beaucoup pour nous à l'intérieur. Donc il y a ce point de contact. Et puis ensuite, avec la communauté plus mondiale,
parce qu'il y a aussi, c'est une communauté mondiale. Comme tu as dit, dans chaque ville, on peut créer son hub pour rejoindre un hub existant. Donc, il y a aussi ce lien avec la communauté mondiale. Euh, Après, j'avoue, comme j'ai dit, j'ai un peu fait énormément de choses et très écarté. Et par exemple, que ce soit aller vers des potentiels partenaires ou essayer d'explorer des opportunités avec des organisations dans l'écosystème pour qu'on ait accès à quoi que ce soit en fait qui veulent une forme de soutien qu'ils veulent nous donner, ou bien faire un peu ce travail d'ambassadeur dont je parlais avant, un peu représenter ta communauté, ou bien que ce soit la communication, la création de contenu, la gestion, un peu l'admin du truc, il y a un peu d'admin. Euh, et puis bah, les aspects juridiques, là, je suis en train de le faire, un peu créer un statut, faire quelques choix, parfois signer, quoi, prendre la responsabilité pour certaines choses. Donc il faut bien que quelqu'un fasse ça. Euh, et voilà. Et après, bah, il faut signaler que le hub leader, c'est une personne en poste pendant 2 ans, mais après, il tourne. On fait des élections dans notre communauté pour le prochain hub leader. Donc, on fait ça tous les 2 ans. Donc, c'est un processus. Donc, voilà, au départ, ils m'ont choisi parce que j'ai candidaté, parce qu'il n'y avait personne. Il fallait bien que ça marche comme ça. Mais pour les prochaines volées, ce sera des élections. Et je pense que c'est quelque chose d'assez cool qui nous ont donné l'opportunité d'être autogérés. C'est un aspect très important finalement de l'engagement, le sens qu'a l'engagement des jeunes dans ces milieux. Est-ce qu'ils sont les propriétaires de leur propre structure ou bien de leur propre processus? Ou est-ce qu'on a une approche plus paternaliste, on va leur dire quoi faire et puis on va leur donner des ordres? Je Mhm. pense que là, on est assez dans une communauté qui est plutôt autogérée. Donc, c'est pour ça que je voulais signaler le truc de l'élection. Il y a plein d'autres aspects à ça, mais voilà, c'est aussi un espace où on peut discuter un peu sur l'IA, sur le futur, sur les projets, sur les pratiques, sur les aspects techniques, et bref, tout ce qui touche à l'IA, quoi. Voilà, ça c'est le rôle du hub leader, c'est faire en sorte que tout ça ait lieu. Après, chaque personne, chaque membre peut prendre charge d'une responsabilité ou d'un projet, et puis finalement, bah, ça aide tout le monde, ça aide le groupe. Bah, comme toi qui est régional leader, Vestin, donc tu fais le contact avec les autres hubs dans la Suisse, dans l'Europe, voilà, explorer des collaborations. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Bah, l'IA, surtout dans le milieu d'avant-international, c'est nouveau, donc Mhm. il y a beaucoup à faire et tout ce que bah, on peut le faire, quoi, tant qu'on le fait. C'est un peu une redondance, désolé. Non, 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 c'est vraiment parfait. Merci beaucoup pour l'explication. On peut voir en tout cas que être hub leader, c'est devoir tout faire à peu près. Ou comme tu l'as dit au départ, faire tout Bah, ce on que fait les pas, autres. ouais, tant qu'il y a personne, c'est vrai. Mais Mm. je peux aussi, par exemple, discuter avec les autres leaders dans les autres villes, voir ce que eux ils font, c'est quoi leurs objectifs. Et là, il y a beaucoup de variations. Et je peux Mhm. aussi apprendre. Du coup, c'est une position où je me plains pas en fait, j'apprends beaucoup. Mhm. Donc, je pense que c'est quelque chose, une expérience très riche, apprendre des autres. Oui, 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 complètement. Bon, bah, super. Il faudrait aussi que tu nous parles de tes conversations avec les autres hub leaders. Mais Ah avant oui. ça, j'aimerais te demander, c'est quoi tes objectifs pour AI for Good et aussi pour le hub de Genève? Est-ce que tu as des objectifs clairs en tête? Euh, Bah, en tant que chercheur, c'est finir ma thèse. Et ça, c'est mon objectif principal. C'est là où j'ai un contrat. Il faut jamais oublier, hein, quand on est volontaire dans une organisation, bah, on est volontaire. On peut s'écarter, on peut s'arrêter. Notre engagement, il s'arrête quand on dit stop. Et il faut jamais tomber dans le piège de... Souvent, ça arrive, hein, ça peut arriver qu'on ait des liens... voilà, on ajoute de l'émotionnel, l'anxiété, on a eu le stress, donc ça... Donc, moi, pour ma part, j'oublie jamais que qui me paye, c'est l'UNI, je fais ma thèse et je suis mon premier chercheur. Donc, mon objectif est de finir la thèse. Ça veut dire que mon objectif en tant que hub leader de i4Good, il est un peu conditionné à ça, quoi. Il est un peu lié à ça. D'un côté, j'arrête d'être hub leader à la fin de l'année prochaine. En même temps, j'arrête mon terrain et je commence à écrire ma thèse, la finaliser. Mhm. Donc, toutes mes timelines s'arrêtent de fin 2026. Ce que j'aimerais faire,
Comme projet principal, c'est un forum, une sorte d'événement, pas un truc énorme, mais quelque chose qui dure peut-être une journée entière à Mhm. Genève, un forum sur l'IA, mais ce qui serait unique, parce que bon, ça, il y en a beaucoup, ce qui serait unique cette fois-ci, c'est que je vais mettre en place, si ça marche, hein, si ça marche, que je trouve les bons partenaires, un processus consultatif de citoyen local, grassroots, pour décider du programme, décider des thématiques, décider des intervenants, plutôt que faire activer la jet set internationale et faire venir des intervenants de partout dans le monde. Plutôt voir l'expertise genevoise et finalement créer finalement un mécanisme qui renforce l'écosystème, qui renforce les liens entre les acteurs Mhm. et qui permet aussi au hub, Geneva Hub, qui est notre communauté, de se positionner comme fêtier dans cet écosystème. Je pense que c'est quelque chose qui serait très utile pour Genève, Mhm. très utile pour nous qui seraient impliqués dedans et très utile pour le hub, pour la communauté, parce que voilà, ça créerait la base finalement de relations de long terme entre des organisations qui sont actives à Genève et Mhm. qui sont impliquées ou ont des dépendances pour l'IA, par rapport à l'IA, développement de l'IA. Et peut-être les autorités publiques auraient l'intérêt de soutenir un débat public, finalement un truc sérieux avec des vraies méthodologies de participation et d'inclusion. Mhm. Euh, donc pour financer finalement un débat public sur l'IA, parce Mhm. que bon, ça tu le sais aussi bien que moi, mais le débat public aujourd'hui, si on veut vraiment s'intéresser au sujet et voir comment il a lieu, bon, c'est catastrophique. Donc, euh, donc, c'est aussi l'intérêt de ces conférences. Donc, Mhm. quand c'est bien fait, une bonne discussion, ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Donc, voilà. Ça, c'est un peu mon objectif, mais en même temps, je remplis un peu le cœur de mon rôle en tant que leader, c'est aussi de créer des opportunités pour les autres, les aider dans leur parcours, à trouver une place dans la communauté, à faire quelque chose qui a du sens pour eux. Donc, ça, c'est un peu mon deuxième objectif que je fais tout le temps mais et qu'il n'y a pas finalement, il n'y a pas de vraie fin ou de début, c'est juste, ça fait partie de mon rôle. Voilà, ça nous dit quelque chose sur ce que c'est le leadership, j'en sais. Moi, je me méfie des gourous du leadership, mais peut-être Mhm. il y a quelque chose là d'intéressant, pas à négliger. Voilà. Super, bah, je te remercie. Bah, c'est déjà un très bel objectif, en tout cas, au moins d'avoir cette cohésion de réseau au niveau de Genève. Et si franchement tu arrives à faire ça en tant que hub leader, ce serait déjà énorme. Bah ouais, mais bon, je verrai quand ce sera fait, hein. C'est pas facile, c'est ambitieux, mais pour l'instant, je suis déjà en train d'explorer l'idée avec des potentiels partenaires, avec notre communauté, avec AI for Good, et je suis optimiste. Comme j'avais travaillé, comme j'ai dit, dans le secteur un peu fabrique des conférences dans le passé, je Mhm. pense pas que ce soit quelque chose de complètement ambitieux. Je pense au contraire, c'est faisable et qu'on a les ressources pour le faire. Il faut juste motiver les autres parties. Voilà. Excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas de cette présentation de ces objectifs. Et peut-être qu'on va pouvoir passer dans un point, celui qui m'intéresse le plus en ce moment, Ouais. enfin, après tes études, bien sûr, c'est ton opinion personnelle sur l'intelligence artificielle. Et j'aurais commencé par une première petite question assez simple d'introduction, c'est qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle pour toi? Comment tu la définirais? Parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet-là, mais quelle cloche entendre? Ouais. Euh, Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Je sais pas, j'ai pas de définition. Je sais que c'est un débat, c'est un point à débat. Certains disent ça c'est pas l'intelligence artificielle, ça c'est l'intelligence. Moi j'avoue, j'ai pas un profil technique et je vais pas non plus me lancer dans un débat où j'ai pas vraiment de background. Je pense que après ta question c'est pas définir l'intelligence artificielle, c'est comment la définir. Oui. Et là, il y a plein d'aspects à prendre en compte, je pense, selon moi, faut pas négliger. C'est pas juste une définition technique, ça doit être une définition aussi sociale. Et pour ce qui est de l'IA, c'est là où il y a les plus grands risques. Donc, euh, donc ouais, bon, je pense, par exemple, qu'on pense Bon, ta question, elle me piège un peu, parce que j'ai pas de définition, comme j'ai dit. Mais je pense que ce qui est important quand on parle d'IA, c'est de ne pas laisser la définition fermer le débat
à certaines questions qui sont des questions sociales, juste parce Mhm. qu'on a appliqué une définition technique, qu'on a exclu les autres. Euh, Par exemple, les effets de l'IA, les effets, par exemple, d'un produit basé sur l'IA qui a un impact dans un contexte social spécifique, si on dit ça ne fait pas partie de la définition, c'est pas mon problème, ça peut amener à des approches de gouvernance de l'IA qui ne prennent pas en compte l'impact dans le contexte dans lequel elle est déployée. Et donc voilà, je sais que dans le débat, il y a des gens qui sont plus un peu en train de pousser pour une définition autour de l'agentivité de l'IA. Et peut-être que c'est là où il y a plus de possibilités pour avoir voilà, une conception de l'IA qui prend en compte son effet sur le monde. Mais, mais voilà, j'ai pas de définition genre IA égale ça plus ça, désolé. Ah non, il faut pas t'en faire. C'était pas forcément une question piège ou quoi que ce soit, parce que quand tu entends les gens parler d'IA, chacun a sa propre définition. Et comme tu disais, il y a aussi les définitions qui sont ultra techniques et qui mettent de côté tous les aspects sociaux. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment très pertinent. Bah, merci en tout cas de l'avoir Ouais. présenté. Ça... Je me disais, parfois je me dis ça, je me dis, l'IA pour moi, ça doit être un peu l'IA pour un consommateur lambda. C'est comme ça que je dois le voir. Donc, Mhm, quand je vois ChatGPT, je sais bien que c'est une interface web, et puis ensuite, il y a des trucs de produits, et puis ensuite, il y a peut-être un modèle qu'on appellera l'IA. Mais pour moi, enfin, en tant que ignorant, personne lambda, bah, c'est ChatGPT, l'IA. Et donc, je suis ouvert à tout, et puis je m'intéresse beaucoup à cette idée de produit. Je pense que c'est là où, justement, la sociologie peut être plus utile alors que les modèles, le développement des modèles, l'apprentissage peut être plus technique. Tout ce qui est product design, voilà, les couches qu'on ajoute au-dessus de l'IA, est-ce que ça, c'est aussi l'IA? Bah, personnellement, je m'en fiche, mais je m'intéresse aux choix qui sont faits, les choix de design des produits et comment ça mhm. affecte voilà, l'impact que ça a à la fin. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup et la sociologie peut être plus pertinente. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Bah, rappeler que l'intelligence artificielle, c'est pas que des questions techniques, c'est aussi tout un écosystème autour. Bah, le Bah, milieu, quoi. Finalement, ouais. mon objet de recherche, c'est pas Mhm. l'IA, c'est le milieu. Et donc, dans le milieu, il y a effectivement des gens plus commerciaux, des gens plus politiques, des gens plus techniques. Et donc, je les aime tous. Voilà, Très belle parole, dis donc. Et j'ai une petite question pour toi aussi, c'est comment, d'après toi, ben, cette histoire d'intelligence artificielle et, pour reprendre tes termes, cet écosystème, ce milieu, va évoluer dans les prochaines années? Je sais pas. Bah, le milieu aujourd'hui, il évolue vite avec, comment dire, euh, dans le sens de quoi? L'IA, les produits, la gouvernance, parce que si Euh, tu veux, l'évolution du milieu, oui. je ne peux pas la prédire. Mhm. Euh, Je dirais plutôt, dans ce cas, plus en rapport avec ta propre expertise, ce serait la gouvernance de l'IA, à ton avis, comment elle évoluerait en ce moment, enfin, c'est quoi son état actuel et comment elle évoluerait? Ouais. Bah, la gouvernance de l'IA, bon, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu un niveau secondaire, parce que Mhm. je suis exposé à des experts en ça et je les écoute, et finalement, j'absorbe. Et, euh, et je sais qu'il y a plusieurs modèles en concurrence, des modèles, un modèle européen, un modèle américain, un modèle chinois, un modèle XY. Au Brésil, par exemple, j'ai pu discuter récemment, je suis brésilien du coup d'origine, Mhm. et j'ai pu discuter avec des gens qui habitent là-bas, qui sont au milieu de la gouvernance Internet. Ils m'expliquaient qu'il y a ce débat national. Est-ce qu'on va suivre le modèle européen qui est un peu plus strict au niveau de la régulation, de la protection des données? Est-ce qu'on va suivre le modèle américain et on va laisser les portes ouvertes? Les choix qu'on fait en Europe ou à l'ONU ou j'en sais rien, ils sont un peu, servent un peu de modèle après de réflexion, on va encadrer le débat ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Mhm. Après, quelque chose qu'on voit plus dans l'Europe, c'est la pression transatlantique pour changer de modèle, s'aligner plus sur un modèle américain. Malheureusement, c'est pas du tout quelque chose que je soutiens.
Mais c'est quelque chose qui est en train de gagner de la traction. On va voir si c'est juste lié à Trump ou que c'est quelque chose de plus permanent. Mais voilà, on est en train un peu dans cette mentalité de la course que je trouve très dangereuse. C'est une course vers le bas souvent et puis bah, les premiers à payer le prix seront les gens qui n'ont rien demandé, quoi. Donc, Mhm. euh, donc voilà, alors pour moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est dans la gouvernance, c'est comment on va responsabiliser l'entreprise qui crée le produit pour les impacts qui ont lieu sur le terrain. Comment on va protéger la propriété intellectuelle, que ce soit la propriété intellectuelle de la personne qui a fait son truc et puis ensuite l'IA l'a dévoré et puis ensuite il a perdu tout son droit d'auteur, ou bien la propriété intellectuelle de la personne qui crée quelque chose avec l'IA et qui revendique d'être l'auteur de ça. Mhm. Et puis finalement, il n'a aucune légitimité. Donc, il y a un peu les deux. Ça, c'est des questions qui m'intéressent parce que je m'intéresse beaucoup à la création, enfin, à l'art et puis ouais, tout ce que l'IA peut avoir en termes de remplacer l'humain dans les actes de créativité. Bon, c'est des questions clés. Et puis ensuite, ouais, les questions de confidentialité des données. Si on part d'une perspective de course et qu'on se dit, on est en train de perdre la course, est-ce que du coup, on va accepter de relâcher ce qu'on perçoit comme étant des contraintes, par exemple des lois sur la confidentialité et la protection des données, qui peuvent être perçues comme un barrage pour l'apprentissage des modèles européens, j'en sais rien. Bah, j'espère pas, quoi. Mhm. Et si on se met dans voilà, dans une mentalité un peu de dernier de la course, bah, je pense que ça crée un peu une attitude de désespoir qui est pas du tout la bonne attitude. Et puis ensuite, ce qui m'intéresse pas mal aussi pour ce qui est du futur de l'IA, généralement comme technologie, c'est la manière dont ça va occuper l'espace public. Mhm. Euh, la manière dont aujourd'hui on a ces modèles et puis la benchmarks et puis ensuite ils se font concurrence. Il y en Mhm. a de plus en plus un momentum pour créer des produits qui à la fois changent la manière dont on interagit avec l'IA, donc on sort un peu du texte et du chat pour entrer dans les trucs de voix, dans les trucs de vidéo, j'en sais rien. Et en même temps, on fait que ces produits contiennent eux-mêmes les dispositifs de collecte de données dont les entreprises ont besoin pour entraîner les futurs IA. Donc quand on pense par exemple à une oreillette ou à des lunettes qui sont capables soit d'écouter tout le bruit ambiant, soit d'enregistrer ta journée ou bien de filmer des gens qui sont dans la rue et qui n'ont pas donné l'autorisation d'ailleurs. Mhm. Donc, l'outil contient à la fois une nouvelle manière d'interagir avec l'IA, personnellement, mais aussi du point de vue de l'espace public. On crée un Mhm. espace public avec une surveillance exponentiellement augmentée, quoi. Par rapport Mhm. à, déjà, avant, on était inquiet des caméras, mais là, là, tu rigoles. J'ai très peur de ça Mhm. et je me demande quelles sont les stratégies que les gens vont mettre en place finalement pour se protéger leur image de d'être capté finalement par un outil de peut-être ton collègue de bureau ou peut-être ta mère, j'en sais rien. Les gens qui vont juste, comme des consommateurs, consommer ces choses et Mhm. puis finalement créer une société de surveillance qui est encore pire qu'on pouvait imaginer. Donc voilà, ça c'est peut-être mon scénario le plus négatif, mais je suis sûr Mhm. que quelqu'un peut créer un scénario encore pire. Mais voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais entrer dans une diatribe horrible. Voilà, ça c'est un peu le futur que me donne à voir, en tout cas que je reçois et j'absorbe, il est très, très pessimiste. Mais ça me renforce finalement dans ce que je disais avant sur le besoin de créer les plateformes ou créer les opportunités nécessaires pour des gens de notre âge, plus jeunes encore, de pouvoir avoir une voix et de ne pas se faire écraser Mhm. dans un futur qu'ils vont hériter et qui sera potentiellement décidé sans eux. Donc ça, je pense que c'est bien finalement d'être un peu pessimiste dans ce niveau-là parce que ça me donne encore plus de raisons de faire un bon travail. Après, c'est vrai que on est aussi dans un milieu qui est très parfois enthousiaste sur l'IA, dans AI for Good. On peut rencontrer des techno-utopistes, des long-termistes, des j'en sais rien, qui vont être tellement pro-IA
que tu commences peut-être à avoir peur de penser comme eux, d'être exposé à eux. Et donc, voilà, ça Mhm. c'est... euh, voilà, je pense pas que ma vision est généralisée. Non. Mais et c'est intéressant, par exemple, quand je pense à mon rôle de chercheur dans ce milieu, euh, où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il commence, et puis est-ce que les opinions que j'acquiers en étant exposé au milieu, à ce milieu très optimiste par rapport à l'IA, est-ce qu'ils affectent ma neutralité ou quoi, ou que sais-je en tant que chercheur que je devrais avoir? Mhm. Euh, c'est quelque chose à laquelle je fais attention. Donc voilà, pardon, j'ai dévié sur ta question initiale, mais c'est un Non, peu... non, c'était très intéressant, bah, surtout que tu as enchaîné sur une question de réflexivité en tant que chercheur, c'est assez intéressant ça. Et oui, Mm, le portrait que tu dresses du futur est effectivement assez pessimiste, mais en même temps, mm. il peut être aussi assez probable, et c'est à peu près ce que je vois. Et des fois, c'est très difficile, comme tu le dis, de pouvoir mettre ça en avant auprès des personnes qui sont super optimistes envers l'IA, qui disent, ah non, mais avec l'IA, on va régler tous les problèmes, etc. Mais je sais pas, et j'ai jamais vraiment d'explication concrète sur comment ça va se faire, mais surtout beaucoup de promesses et beaucoup d'espoir. Donc, c'est bien, comme Mm. tu le dis, d'avoir cet esprit, je dirais pas tant pessimiste que ça, mais plutôt un peu plus réaliste et pied à terre sur certaines questions. Réaliste, je sais pas. Et il y a beaucoup de gens avec une compétence technique incroyable qui développent des outils, des solutions basées sur l'IA qui, à chaque fois, ça me choque à quel point c'est bien, quoi, Mhm. certains trucs, euh, mais tu restes avec un arrière-goût de te dire, mais est-ce que ce sera assez? Est-ce qu'on fait une comptabilité du bien et du mal, et puis ensuite on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de mauvaises possibilités? Euh, donc voilà, je veux pas que... Voilà, avant j'étais un peu pessimiste, comme tu as dit, mais il y a du bien aussi qui se passe. C'est juste que j'ai pas l'impression que c'est en train de gagner. Mais je suis pas non plus je veux pas entrer dans un débat de bien contre mal. Je pense que ça, ce serait complètement rater le point, quoi, à côté de la plaque. Non, mais en tout cas, très intéressant, bah, je te remercie. Mais du coup, bah, pour enchaîner avec ça, d'après toi, du coup, quels sont les plus grands enjeux auxquels nous allons faire face en ce qui concerne l'intelligence artificielle? Ou si tu peux en citer qu'un. Ouais, les plus grands enjeux, je pense, c'est... Alors, c'est ce que j'ai dit avant. Pour moi, le plus grand enjeu, c'est quelle est la place de voilà, la protection de l'individu, de l'intimité, du droit à la déconnexion, le droit à l'image, le droit à ne pas être écouté ou à savoir finalement à quoi ça sert notre donnée, quelle est sa valeur, ou peut-être potentiellement du coup être rémunéré ou, ou j'en sais rien, mais, mais ça, c'est l'enjeu principal pour moi, c'est la protection des données. Et on voit aujourd'hui en Europe une attaque contre la protection des données. Euh, et donc c'est un enjeu actuel. Après, je suis pas expert des dossiers, je peux pas aller plus loin. Après, l'autre enjeu, bien sûr, tout ce qui est application militaire, usage militaire de l'IA, et c'est quelque chose qui se passe un peu, qui se développe un peu dans des cercles que je connais pas, mais tout ce que peux faire, c'est un peu lire de temps en temps des fuites euh, qui se passent, Palantir, j'en sais rien, des trucs horribles. Euh, L'IA est déjà en train de tuer. Et donc, Mhm. voilà, ça, c'est l'autre enjeu. Après, ouais, il y a plein d'enjeux. Mais comme j'ai dit, ma première préoccupation actuellement, c'est vraiment cette idée de protection des données. Euh, il y a l'enjeu du remplacement de l'humain. Bon, ça c'est un enjeu, mais on n'y est pas encore. C'est quelque chose qui viendra peut-être après. Mais là, je me concentre sur les lois concrètes qu'on a de protection des données, Mhm. qui sont déjà assiégées, et ça c'est réel, quoi. Oui, oui, ça c'est vrai. Ah, ben, merci beaucoup pour ces points de vue qui sont assez intéressants quand même et assez d'actualité aussi, dans le sens que la protection des données, enfin, c'est pas depuis qu'il y a l'intelligence artificielle qu'on en parle, hein, ça fait déjà un moment, mais apparemment, même en cette période-là, on a toujours des problèmes avec ça et ça va pas en s'améliorant, donc non, c'est vrai que c'est bien de le souligner. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un combat constant, hein. Et jusque maintenant, bah, les données, c'est devenu de l'or, encore plus qu'avant. Mhm. Ça c'est vrai. Et de manière plus facile, au lieu d'aller les connecter comme nous on fait. Bon, je vais pas faire ça,
Mais oui, une autre manière, c'est de faire tomber les réglementations, heureusement. Hum, ça, c'est vrai. Et est-ce que tu verrais des options ou des opportunités pour pouvoir améliorer la situation ou en tout cas éviter qu'on parte droit dans un mur? Non. Euh, non. Ouais, ça, c'est un truc que je me reproche un peu. Je pourrais raconter une anecdote là-dessus. Mhm, J'étais récemment, début juin, j'étais au Forum pour la gouvernance d'Internet. Ils ont aussi un événement annuel comme un E4Good. C'était à Oslo et on organisait une petite table ronde entre des jeunes ambassadeurs que j'étais avec d'autres, avec la délégation de l'Union européenne qui était là-bas. Alors là, il y avait un directeur de la Commission européenne, pour ce qui est souveraineté numérique. Il y avait sept, je crois, ou six parlementaires du Parlement européen. À moi, mhm. j'ai jamais vu ça, quoi. Pour ce qui est réunion de haut niveau, et nous, on était juste des jeunes. Moi, en plus, le pire, c'est que j'étais, bon, je ne vais pas entrer là trop dans les détails, mais j'étais là juste parce que j'avais rempli un formulaire auprès d'une ONG pour être leur représentant. J'avais déjà mon billet, donc pour eux, c'était facile de dire oui. Et voilà, me voici maintenant face à la délégation de l'UE. Et on nous donnait l'opportunité de leur poser une question. Chaque jeune posait une question. Euh, aux parlementaires et au monsieur de la commission. Et moi, je lui ai dit, je posais un peu une question liée au travail et surtout aujourd'hui, ce qu'on appelle les postes juniors ou les entry-level jobs sont ceux qui se prennent vraiment voilà, le plus de remplacement par l'IA Mhm. dans les services. Et je leur ai dit ça et je leur ai dit quelles sont les solutions que la commission est en train d'étudier pour faciliter l'accès au premier emploi. Euh, et là, une dame qui était la chef de la délégation, qui était une parlementaire, elle m'a dit, tu viens avec des problèmes, mais pas des solutions. Tu verras, si tu reformules ta question en proposant plutôt une solution qu'on formule un problème, on aura une bien meilleure discussion. Et j'étais là, mais je suis choqué à quel point vous voulez que je propose la solution. Vous y avez pas pensé? Vous n'avez pas déjà un dossier A, dossier B, dossier C, comme dans le film des Simpsons, là, sur la table? Non. Et après, tu te dis, OK, alors ils sont dans un mode, je vais t'écouter et je vais te laisser faire ton lobbying. Tu viens avec tes solutions et je vais les écouter. Et depuis, je me dis, mais quelles sont les solutions que j'ai apportées? Ma Mhm. recherche, on en a parlé, elle fait des choses complètement annexes. Ça n'a rien à voir avec les solutions pour sauver la société des impacts de l'IA. Mais voilà, depuis, je reste un peu en suspens. J'ai j'ai pas de solution. Tout ce que Ouais, je je veux, c'est, vois. comme j'ai dit, enfin, Mhm. créer qu'on soit sûr au moins que les mécanismes qu'on a mis en place pour délibérer et trouver ces solutions ensemble dans une Mhm. société soient rigoureux et qu'on n'est pas juste en train de, voilà, comme dans ma petite réunion avec la délégation que j'ai racontée, faire des trucs à porte fermée avec des gens, on ne sait pas comment ils sont atterris là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont pendant 30 minutes l'oreille des gens au pouvoir. Je pense que l'important aujourd'hui, c'est, pour ma part en tout cas, c'est là où j'apporte une solution, c'est de mieux comprendre comment créer un débat, comment créer un débat qui mène à des solutions sur lesquelles tout le monde a participé, tout le monde a pu exprimer sa voix. Ça, c'est mon intérêt. Donc c'est peut-être même mieux que j'ai pas de solution parce que du coup, ça me permet de moins affecter le débat ou de le biaiser. Je sais pas, mais voilà. Franchement, c'est une réponse parfaite pour moi et franchement, et non, c'est une solution ce que tu amènes parce que souvent ce qui arrive lorsqu'il y a il y a des situations comme par exemple il peut y avoir des injustices ou des personnes qui sont pas reconnues, c'est qu'en fait l'information ne transite juste pas et en fait que les personnes qui sont en capacité de pouvoir agir n'ont juste pas l'information. Donc le fait de pouvoir amener un débat et de pouvoir amener des discussions et pouvoir entendre tout le monde, c'est déjà un gros pas en avant. Et je trouve Ouais. que c'est bien. C'est surtout que la question que je t'ai posée, elle est un peu, comment dire, c'est comme si je te faisais porter sur tes épaules tout le poids du monde en disant, vas-y, quelle est la solution pour l'intelligence artificielle de manière générale? Et aussi, j'ai pas trouvé ça très,
comment dire, équitable, ce que la personne qui a répondu à ta question a fait, c'est de te mettre la responsabilité à toi, comme tu l'as dit. Toi, c'est pas ton travail, c'est pas ton job. Pourtant, eux, c'est plus leur job que toi. Mais Ouais. ils s'attendent à ce que tu amènes des solutions. Ce que je trouve un peu bizarre comme réponse. Oui, mais bon, c'est des gens, bon, peut-être qu'ils voulaient expédier la chose et me donner la parole. Bon, il y a plein de raisons. Mais c'est un fait étudié depuis les années, fin des années 90, cette idée que quand il y a beaucoup d'incertitudes autour d'un sujet, autour du futur, autour d'une technologie surtout, alors la solution, c'est de mettre autant de gens que possible autour de la table, d'augmenter les capacités, de réduire l'incertitude en créant un dialogue avec des gens qui ont des expertises très, très, très ciblées. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on peut trouver une solution. Et ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Mhm. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que, voilà, comme tu as dit, il n'y a personne qui a sur les épaules toutes les solutions. Souvent, maintenant, elles vont émerger de processus collaboratifs. Enfin, pas maintenant, c'est déjà le cas hein, depuis 20 ans. Donc, Mhm. euh, donc tant on est sûr que ces processus sont rigoureux, sont bons, solides, ça, ça parle aussi, c'est lié à la démocratie. Hein. Donc, Ça, c'est euh, vrai. donc voilà. Non, et si tu mets un point complètement très important vraiment sur la communication et les ressources. D'ailleurs, je pourrais te recommander des petites vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Silly Conversation. Très intéressant et très, très simplifié la manière dont ils expliquent les problèmes sur l'intelligence artificielle et qui montrent des fois quelques exemples concrets de choses qu'on peut faire pour améliorer la situation, de sorte à ce que les choses aillent bien. Et d'ailleurs, pour enchaîner avec ça, est-ce que tu aurais Merci. peut-être toi-même des ressources ou des choses que tu aimerais partager? Je pourrais les mettre aussi en lien, en commentaire de la vidéo ou en description, je veux dire. Donc, si jamais tu en as, n'hésite pas, même après la discussion. Ouais, bah, et peut-être que tu pourras mettre le site web de notre hub qui va sortir. Elle n'est pas encore publique, le site, mais il va sortir à la fin du mois. Oui? Je pense que ce serait cool, ouais. Après, personnellement, non. Je suis dans des projets d'écriture actuellement, mais bon, je reste un jeune chercheur, j'ai pas vraiment de publications merveilleuses à partager, non. Mais si je pense à autre chose, je te dirai après. Ouais, n'hésite pas. Bah, après, je sais que que tu es très modeste. Tu m'as déjà partagé pas mal de ressources que tu as trouvées par-ci et là sur Internet. Donc, si jamais tu y repenses après coup, hésite pas à me redire. Ouais, C'est intéressant. ouais, ça marche, merci. Et est-ce qu'il y avait une dernière chose que tu voulais dire, partager ou donner comme information? Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense, je voulais juste, c'est un truc que j'ai pensé récemment, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Je faisais un autre podcast bon, c'était sur la gouvernance Internet, et avec un monsieur qui était un vieux monsieur, et on lui a posé une question à la fin, un peu comme ça. Est-ce que tu aurais un conseil, c'était surtout pour les jeunes, c'était moi qui avais posé la question. Est-ce qu'un Mhm, conseil pour les jeunes qui sont en train d'entrer dans de milieux de gouvernance numérique, de futur d'Internet, d'IA aussi, la technologie. Et lui, ce qu'il a dit, j'ai beaucoup aimé. Il mhm, a dit que c'est bien d'aller s'exposer finalement, d'augmenter son réseau en allant dans des événements, en allant aller faire du networking, aller parler et pas se sentir finalement comme si j'ai rien à dire. Ah non, je suis timide. Moi aussi, je suis timide. Et puis, je me suis dit, depuis que je commence à faire ça en tant que chercheur, c'était beaucoup plus facile d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai j'ai- j'ai- j'ai plein d'opportunités grâce à ces rencontres. Euh, et ça n'a rien à voir finalement avec notre expertise. C'est ça qui est assez drôle, c'est que beaucoup de gens obtiennent leurs opportunités quand on est jeune, de manière parfois un peu par coïncidence ou par chance ou parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a aidés. Donc, euh, donc voilà, je pense, moi ce que j'ai appris, peut-être une leçon personnelle, et ça peut être intéressant pour les autres, c'est vraiment important de amplifier ces opportunités, d'augmenter mhm, la probabilité qu'on ait de la chance au lieu d'attendre que ça nous arrive. Pas rester et envoyer des candidatures, par exemple, quand on est au début de sa carrière, et puis attendre qu'on nous réponde, mais aller peut-être voir s'il y a un événement de l'industrie ou quelque chose au niveau local et aller rencontrer les gens, leur serrer la main. mhm. Et souvent, ils seront super OP à te donner une opportunité.
Enfin, si, bien sûr, si je dis pas que c'est une formule magique, mais ça, voilà, il m'avait dit ça, il avait dit ça à un podcast où on était, et puis depuis, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est tellement vrai. Mhm. Et je le vois moi-même. Et puis, je pense que quand on fait nos événements en tant que communauté, en tant que hub, j'espère que j'essaye de créer cette opportunité pour les autres, pour les membres. Mais c'est peut-être qu'il vaut quelque chose qui vaut pour tout le monde, surtout quand on est jeune et qu'on veut commencer notre carrière à la fin des études. Ah ouais, ça c'est complètement vraie parole de sagesse. Ça... Non, ça tombait aussi dans la thématique des conseils, des recommandations qu'on n'avait pas vraiment abordées, donc c'est vraiment bien, franchement super. Merci pour cette parole de sagesse. Avec plaisir, je suis content d'avoir trouvé un truc sage dans mon terrain déjà. Bah, super, bah, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview. C'était super de t'avoir et de te découvrir. Et C'était un je grand rappelle, plaisir. Mhm. Merci. Et de rien. Et je rappelle que c'était Muriel pour AI for Good, le Hub Leaders. Et vous aurez toutes ces informations en bas en description de la vidéo. Voilà. Et tout le monde est bienvenu à nous rejoindre, si vous voulez. Mais voilà. Parfait. Merci Vestin pour cette discussion. J'ai beaucoup apprécié. C'est bien aussi de pouvoir parler de ma recherche, de pouvoir parfois, voilà, on a les choses dans la tête. Et puis c'est bien d'avoir cette opportunité de communication pour pouvoir les formuler. Et moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Donc merci encore. Mais de rien, super. À la prochaine.